des discours d'aujourd'hui, donc je vais vraiment pas réagir au discours d'aujourd'hui. Juste, j'étais par exemple au One Planet Summit qui se déroulait il y a quelques temps, où j'ai vu Emmanuel Macron, et pas le seul, faire la danse du ventre devant la finance, en venir dire que si on était gentil avec la finance, c'est elle qui allait résoudre les problèmes de la planète. On a eu Versailles cette semaine, maintenant on a Davos, donc on a toute une série d'acclamations par les dirigeants financiers de la planète. C'est vrai que nous on se situe dans une autre donnée qui est de penser qu'à un moment où 82% des richesses viennent d'être accaparées par les 1% les plus riches de la planète. Il l'a dit, il s'en est ému d'ailleurs. Il y a une exigence, je m'excuse, j'ai pas entendu le discours d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, mais il y a l'exigence de redistribution doit être la première vertu, quoi, voilà. Sauf que, juste un mot quand même, effectivement, vous l'avez dit, c'était le mini Davos lundi à Versailles avec les patrons des grandes multinationales françaises et internationales. Il y avait eu effectivement ce forum il y a moins de 2 mois maintenant. On se dit pas quand même que Macron, il est clairement en train de se démarquer aujourd'hui comme la figure stable de l'Europe et que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas nier, qu'il y a les investisseurs, il y a l'innovation aujourd'hui en France, il y a ce retour-là. La France est de nouveau peut-être en train de briller. Bon, j'en sais rien, moi. L'avenir le dira, mais de toute façon, moi, je souhaite qu'elle brille, pas forcément en attirant les investisseurs, mais en se demandant comment est réparti ce gâteau-là. La donnée que je sors régulièrement, c'est que les 500 plus grosses fortunes de France, et ça, c'est le tableau de Challenge, donc c'est pas un magazine marxiste, il énonçait qu'il y avait 6% du PIB qui allait aux 500 plus grosses fortunes de France il y a 20 ans. Aujourd'hui, on en est à 25%. Donc c'est pas seulement comment on fait grossir le gâteau, mais c'est aussi ce gâteau-là qu'on le repartit. Comment on fait pour que ça donne... Moi j'ai des fermetures de classe dans ma circonscription, dans des quartiers qui sont en zone prioritaire, qui se portent très mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on produit pour l'éducation des gamins de demain? Donc si jamais on accumule des richesses, mais où est-ce qu'elles vont ces richesses? Est-ce qu'elles vont à la santé des gens? Est-ce qu'elles vont à l'éducation des gens? Il l'a dit, on a fait croire que la croissance ça concernerait tout le monde, dixit Emmanuel Macron. Ce n'est pas vrai, elle est de moins en moins juste, concentrée sur le 1%. Un président... on l'entend, qui se veut quand même plus social. Oui, mais d'accord, mais ça c'est dans ses discours, mais quelle est la mesure concrète qu'il a pris à l'automne dernier? C'est quand même la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Le dédoublement des classes dans les... Oui, non mais d'accord, non mais attendez, la mesure, le dédoublement de classe, ça se fait avec effectif constant. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque ma gamine est en REP+, dans une classe de CP dédoublée. Donc vous voyez, je suis en première ligne pour reconnaître ça, mais je veux dire, le gros investissement de l'automne, c'est 3,5 millions d'euros pour la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, c'est-à-dire que le renforcement de cette dynamique inégalitaire. Moi, je pense qu'on a une dynamique inégalitaire dans la durée qui est pas liée à Emmanuel Macron, qui est liée aux structures de la mondialisation et ainsi de suite. Mais maintenant, quelle doit être la responsabilité du politique? Est-ce que la responsabilité du politique, elle doit être d'accélérer les dynamiques inégalitaires ou au contraire de tout faire pour les freiner? Eh bien là, on a un président qui, depuis l'automne dernier, a choisi d'accélérer des dynamiques inégalitaires. François, vous savez bien que tout ça, ça se joue pas à Davos de toute façon, là, en quelques jours, que tout ça, ça se joue sur du long terme. Là, un passage obligé, Davos, Versailles avec les patrons des grandes multinationales. Est-ce qu'on n'est pas dans des attitudes, des moyens de communiquer et aussi, finalement, aujourd'hui, des preuves, des démonstrations que la France est aujourd'hui en train de reprendre le pouvoir. Tant mieux, on verra bien demain. Mais moi, excusez-moi, mais je peux pas m'empêcher d'avoir un regard qui est autre que le vôtre. Excusez-moi, mais c'est pas un regard, c'est une question. C'est pour ça que, oui, bon, quand même, qui comporte pas mal d'implicite. Mais c'est de dire que, moi, on a eu le Premier ministre Édouard Philippe alors que je lui posais une question sur Sanofi, donc des milliers de chercheurs supprimés, d'emplois de chercheurs supprimés, le scandale de la Pékin, et ainsi de suite, qui vient nous répondre, il ne faut pas dénigrer une entreprise française qui réussit. Eh bien, voilà la logique qui est celle d'Édouard Philippe. Et Christophe Castaner, le porte-parole de La République En Marche, avait grosso modo la même chose. Et voilà la logique qui est aussi celle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on met un genou, mais pour lui, c'est pas mettre un genou. Il appartient à ce monde-là. Il appartient pleinement au monde de la finance et son gouvernement y appartient aussi. Donc, il s'agit de mettre un genou à terre devant la finance en disant, si on est gentil avec eux, ils vont être gentils avec nous. Et effectivement, c'est pas ma logique.
François Ruffin, votre logique aujourd'hui, c'est d'imposer, enfin en tout cas d'avancer sur le sujet du burn-out. 36% des Français déclarent avoir déjà fait un burn-out au travail, chiffre de la CFDT de mars 2017. Ce syndrome d'épuisement qui est aujourd'hui pris en charge par l'assurance maladie. Avec les députés de la France Insoumise, vous avez présenté aujourd'hui une proposition de loi qui permettrait une prise en charge par la branche accident du travail financée par les employeurs. Pourquoi est-ce que vous voulez ce virage? C'est-à-dire pourquoi le financement doit être pris non plus par la branche accident du travail, par l'assurance maladie, non plus par les assurés, mais par les employeurs. Voilà. Je vais vous donner un témoignage. C'est donc quelqu'un qui travaille chez Lidl, qui vient me voir, qui dit... Donc, qui a fait un burn-out et manifestement c'est dû aux conditions de travail qu'il a eu à subir chez Lidl dans la durée, aux conditions de management. Il était directeur d'un Lidl dans la banlieue d'Amiens. Il me dit, je n'ai toujours pas compris cette difficulté, cette impossibilité à me faire reconnaître en maladie professionnelle. Pour que ce soit Lidl qui paye. Mais tous les médecins m'ont dit, ne vous lancez pas là-dedans, c'est hors tableau, ça va être très compliqué. Et mon avocate pareil. Donc aujourd'hui, se faire reconnaître, c'est mission quasi impossible. La question, et c'est une question que se pose également Agnès Buzyn, c'est dans quelle mesure on va continuer à payer les défaillances du management ou le fonctionnement du management qui peut aujourd'hui provoquer des dépressions en série. Par exemple, j'ai fait des entretiens dans des centres d'appel. Vous avez des gens qui pleurent tous les jours, ils démissionnent, ils dépriment, ils se tiennent à l'écart de la vie active pendant des mois et des mois. Et ça, pour l'instant, ces conséquences du travail, eh bien, ce sont les assurés qui les payent, et non pas le responsable, pollueur-payeur. Quelles conséquences voudriez que ça ait sur les employeurs? Qu'est-ce que vous espérez si c'est l'employeur finalement qui est obligé de payer? Parce qu'il est déjà pénalisé l'employeur quand son salarié est en arrêt. Mais c'est pas sûr parce que, par exemple, mais non, parce que ça peut être un moyen, et c'est utilisé par exemple, je citais le cas de Lidl, c'est utilisé par Lidl ou par d'autres structures comme la Caisse d'épargne comme un moyen de faire partir les anciens salariés qui ont de l'ancienneté et sans avoir à payer. Non mais juste l'absentéisme, ça lui coûte purement et simplement. Non, mais je vous assure qu'il y a une part d'absentéisme qui est utilisée de cette manière-là. Quand le travail prend du retard, parce que vous regardez chez Lidl, on remplace les salariés par des intérimaires du coup, et avec un gain pour l'employeur en l'occurrence. Alors qu'est-ce que vous espérez comme conséquence pour l'employeur? Je souhaite ce qui a été mis en évidence par un économiste de la santé qui s'appelle Philippe Askenazi, ce qu'il a mis en évidence aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y avait une très forte part d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et ça a été mis en lumière et les assureurs sont mis à aller voir les entreprises en disant c'est pas normal. Et donc du coup, les assureurs, ils ont chargé les entreprises. Et à partir de ce moment-là, les entreprises se sont mis à prendre des mesures de prévention parce que ça s'inscrivait dans leur bilan comptable. Aujourd'hui, quel type de mesures de prévention, par exemple? Quel type de mesures de prévention? Là, de se vérifier qu'il y a moins de surcharge de travail. Donc, comment vérifier alors? Parce que c'est tout le nœud du problème, François Ruffin. C'est comment prouver que la souffrance ne vient que du travail? Comment prouver la surcharge de travail? Les emails, on sait bien même qu'au prud'homme, quand on est en procès avec son employeur, d'objectiver le burn-out. Vous savez, d'abord, nous, ce dont il s'agit, parce qu'on s'est appuyé quand même sur l'Académie nationale de médecine et ainsi de suite. Le professeur Patrick Légeron, qui a rendu un rapport pour l'Académie nationale de médecine sur le burn-out, lui, il dit il faut la reconnaissance en maladie professionnelle. Et il dit il s'agit de reconnaître les troubles psychiques, c'est-à-dire la dépression lourde, le syndrome post-traumatique et le stress, l'anxiété généralisée. Mais maintenant, vous savez, pour toutes les maladies, toujours, quand il y a eu une tentative d'avancer et d'intégrer des choses dans le tableau des maladies professionnelles, il y a toujours eu les employeurs qui ont dit c'est flou, c'est multifactoriel et ainsi de suite. Si vous prenez ce qui s'est passé sur le charbon, on disait que c'était les gens qui fumaient. Non mais attendez, vous voyez, sur l'amiante, on a dit exactement la même chose. Ça veut dire que vous dites, et je vais donner la parole à Emmanuel Chichi, aujourd'hui il y a un seul burn-out? Non. Il y a une forme de burn-out, c'est comme la pénibilité, il n'y a pas qu'une pénibilité. Alors je vais redire, je ne suis pas un grand technicien d'habitude, mais je vais vous demander d'être attentif à ce que je vais redire là. Non mais j'ai bien entendu ce que vous voulez dire. Simplement, ce que vous voulez dire, c'est qu'on est évidemment confronté à une difficulté qui est à la fois de localiser ce qui vient de la vie familiale et des problématiques personnelles, de la quantité d'emails, la quantité de pression, le taux horaire, tout ça, c'est très compliqué. Bruno Vous savez, les psychiatres le disent, ils arrivent très bien à démêler les fils, ça se fait sans difficulté. Mais je redis,
il ne s'agit pas de la reconnaissance en tant que telle du burn-out. Le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie. Donc ça ne va pas l'être comme maladie professionnelle. Mais c'est bien des troubles psychiques liés au travail. Et c'est ça qui est le nœud du problème. Aujourd'hui, on a aux alentours de 400 000 personnes qui, tous les ans, quittent la vie active temporairement, il faut espérer, pour la plupart, mais définitivement pour un certain nombre d'entre eux, à cause de ces troubles psychiques. C'est une véritable épidémie. Moi, je pense qu'on a eu la silicose pour les mineurs dans les poumons au XXe siècle, et on a une forme de silicose dans les cerveaux, dans des tas de métiers aujourd'hui dans le pays. Et vous savez, quand vous faites des entretiens avec les gens, vous comprenez très bien quel était le nœud, comment s'est structuré le nœud. Et il doit y avoir une contestation, la contestation est possible. Si l'employeur n'est pas d'accord, il peut contester cette décision et qu'il y ait une confrontation et qu'il y ait une discussion. Pourquoi ne pas imaginer directement des sanctions, par exemple, pour l'employeur? Alors, c'est une piste c'est une piste qui est explorée non pas par notre proposition de loi, mais qui est par exemple explorée de manière, à mon avis, assez intelligente. Je l'espère qu'on va pouvoir avancer là-dessus par la CNAM, puisque ça pose des gros soucis quand même. Ce sont des milliards d'euros qui aujourd'hui sont pris en charge par les assurés et qui ne le sont pas par pollueur-payeur. Et la CNAM se demande s'il ne faut pas croiser les données d'absentéisme et les données de consommation d'anxiolytiques et sanctionner les arrêts et les maladies. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça renverse la lecture qu'on a de l'absentéisme, puisque l'absentéisme, aujourd'hui, il est posé en étant du côté, la faute, c'est l'employé, et la CNAM se demande si on ne doit pas, en tout cas quand il y a une espèce d'épidémie d'absentéisme dans des entreprises, mettre la responsabilité du côté de l'employeur. La réalité, c'est que d'abord, ça coûte cher à tout le monde, en fait. Quand on en prend conscience, ça coûte cher à l'entreprise, ça coûte cher aux salariés, ça coûte cher à l'État. Donc, il y a un moment où, cette idée que l'entreprise n'en tient pas compte, c'est pas tout à fait vrai. Et la France, en revanche, est un pays qui est extrêmement en retard par rapport à ce qui se fait dans beaucoup de pays sur le traitement de ces problématiques-là. Alors la sanction, c'est bien. Alors pollueur-payeur, c'est pas tout à fait ce que vous avez expliqué, parce que dire que en gros c'est les patrons en général qui doivent payer, c'est une chose. Pollueur-payeur, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en gros ce sont les entreprises qui ont des comportements qui sont néfastes, qui sont sanctionnés. Ça, il faut trouver le moyen. Et avec les assurances, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est une étape. Ce qui va arriver, parce que ça va arriver, il va y avoir une forme de reconnaissance. Mais ça n'est qu'une étape, ça résout pas le problème. C'est pas comme ça que vous dissuaderez les entreprises et c'est pas comme ça qu'on découragera les mauvais comportements. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut faire d'abord de la prévention. Ça passe par la réorganisation des espaces de travail, la réorganisation du temps de travail. Ça passe par redonner du sens au travail. C'est-à-dire que les gens, ils ont un métier et pas seulement un travail. Ça veut dire qu'il faut revaloriser le travail collectif, etc. Donc il y a des pays au Canada, par exemple, ils ont fait des systèmes assez intéressants où c'est un label qui s'appelle Entreprise en santé, où si vous n'avez pas ce label, par exemple, vous ne pouvez pas accéder à certains types de marchés, Dernière question, à certains types de contrats. François Ruffin, Benoît Hamon mène déjà ce combat pour faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Est-ce que vous vous êtes assuré de son soutien? Bien sûr. Aujourd'hui, pas seulement de lui, où il y avait le soutien du groupe socialiste, il y avait le soutien des communistes, mais même, vous savez, il n'y a que La République En Marche qui a dit non à tous les amendements qui étaient proposés. Mais il y a eu plein d'amendements qui ont été votés, par exemple, par les Républicains, par exemple, sur le fait qu'il faut qu'aujourd'hui, on sache combien ça coûte. Juste pourquoi La République En Marche Parce que par principe, c'est toujours comme ça. Par principe, La République En Marche a l'interdiction de voter un amendement. Depuis le début de la mandature. Une proposition de loi, quel que soit le sujet, venant d'un autre groupe. Donc c'est d'une grave forme, à mon avis, de sectarisme. Je m'en profite pour faire une dernière petite remarque. En 10 secondes. Ouais, je vois que vous marquez François Ruffin, le coup de gueule de François Ruffin. Moi, je comprends pas pourquoi moi, je suis toujours sur le mode du coup de gueule ou du coup de sang. Parce que, je veux dire, je fais une proposition de loi que je porte depuis 1 mois et demi. Je suis allé j'ai passé 58 heures d'audition. J'ai un rapport qui fait 110 pages. Donc là, il me semble qu'on est dans un travail qui est au-delà du coup de gueule. Effectivement, mais c'était assez parlant, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on entend bien et on voit bien le travail et l'énergie. Ça va avancer, ça va avancer. Merci beaucoup François Ruffin d'être venu vous en expliquer en tout cas le 1er février dans l'hémicycle. Oui, tout à fait. Ce sera la prochaine étape. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir accueilli. On se retrouve nous dans un instant. On va revenir sur le procès du logeur des djihadistes du 13 novembre, Jawad Ben Daoud. Il s'est ouvert tout à l'heure au palais de justice de Paris. Un des avocats des parties civiles nous rejoint sur ce plateau.